marche. Attention, je lance le direct. Les gars, c'est un alien. Ça y est, c'est lancé? Et On est tous stoïques. c'est lancé. Tu me dis quand je commence. Tu me dis quand est-ce que je commence à parler, hein. Tu peux parler dans 5, 4, 3, 2, Ça y est, on est 1 en direct maintenant. Ça y est? Ouais, c'est bon. Ok, bon, bonjour à Ça y est, on est parti là? Ouais. Bonjour à tous. Je me présente, Florence Serafini, gérant de Serafini Connexion Sport, une entreprise sur du développement individuel sportif et basket pour particuliers, entreprises et associations. Aujourd'hui, on lance notre premier live concernant une réunion entre entraîneurs qui allons échanger sur le thème de la catégorie U13. Donc, avant de commencer, je vais laisser présenter mes collaborateurs, en commençant par Laura. Bonjour à tous, donc Laura Roche, j'ai 30 ans, je suis responsable technique de Saint-Égrève, c'est un club à côté de Grenoble. J'ai mon diplôme d'État depuis l'année dernière et voilà ce que je peux dire en quelques mots succinctement. Ok. Didier, à toi. Didier, tu nous entends? Oui, oui, tout à fait. C'était à moi que tu t'adressais. Désolé, je t'ai pas entendu. Didier Clément. Alors, je suis un petit peu moins basket maintenant pour des raisons professionnelles. J'ai pris un petit peu de recul du terrain depuis 2 saisons, mais j'ai un vécu d'entraîneur pendant 22 années au club de Saint-Vallier Basket Drôme. Voilà, pendant toutes ces années, j'ai principalement eu des équipes de jeunes, même si j'avais sur une partie un petit rôle sur l'équipe première, mais c'est surtout beaucoup d'entraînement sur les jeunes, un peu toutes les catégories et à tous les niveaux. Pas mal de U13 sur 2 ou 3 cycles différents. Voilà, un lien aussi en contact avec les sélections départementales et voire régionales. Et puis aussi un lien important avec le camp de basket d'Autran. Au club du Canet Côte d'Azur Basket. En U13 départ, c'est ma première année de coaching avec mon diplôme. Voilà. Ok, et on termine avec Steph. Bonjour, Stéphane Lett. Moi, je suis entraîneur en Ligue féminine à Landerneau-Bretagne Basket. Ok, donc bonjour à tous. Là, nous allons lancer, donc par l'intermédiaire de Kevin, le teaser de notre société, et puis par la suite, nous allons commencer à échanger sur le thème du jour. Voilà, vous avez donc pu découvrir la vidéo que Kevin a réalisée pour notre société. Donc commençons le vif du sujet. Nous allons échanger d'abord sur les attentes que nous avons sur une catégorie U13. Donc qu'est-ce qui veut démarrer? Moi, je me lance. Allez, vas-y. Je me lance. Alors, tout d'abord, pour me mettre un petit peu en garde concernant les attentes. Je pense que plus que les attentes, il faut réussir à cerner à quel public on a affaire. C'est-à-dire quel va être le registre, quelle est la formation qui a été faite au départ et quelle est la suite logique que l'on va apporter à cette formation. Je pense que sur la catégorie U13, il y a un point qui est important, c'est qu'on est sur une catégorie qui a besoin d'un développement physique important et qui va avoir besoin de courir. Les nouvelles règles qui ont été mises en place, notamment sur le championnat de France, qui sont le fait de ne plus toucher l'arbitre, de ne plus toucher le ballon par l'arbitre, permettent vraiment d'aller dans ce sens-là. Et je pense que la première des choses par rapport
à cette catégorie U13, pour moi, c'est de donner ses intentions de traverser le terrain. Pour moi, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est aussi une catégorie qui est assez charnière, c'est-à-dire que on est on est sur un entre-deux, c'est-à-dire qu'après les U13 vont commencer les championnats nationaux. Un jeu beaucoup plus structuré, un jeu qui va rentrer dans une dynamique un peu plus collective, mais qui doit encore amener une dominante par la création individuelle, avec des collaborations sur le pré-collectif qui vont arriver. Donc ça, c'est important aussi que cette catégorie U13 soit la naissance de cette fibre pré-collectif, mais avec vraiment la reconnaissance des habiletés et des capacités à créer par soi-même, individuellement, offensivement et défensivement, même si je pense que défensivement, c'est un jeu qui doit s'amener que à travers les situations offensives, de façon à pouvoir améliorer la défense pour pouvoir permettre de step up un petit peu sur l'aspect offensif. Voilà, donc je pense que c'est la première des choses et sur laquelle, à mon avis, il faut s'intéresser, c'est s'intéresser d'abord au développement individuel du joueur pour pouvoir l'amener à collaborer ensuite, pour amener peut-être sur un pick and roll, sur un downscreen, sur des écrans sortants, et ainsi de suite. Mais aussi faire très attention à cette volonté qu'on va avoir de traverser le terrain. Le jeu français se veut absolument maintenant sur un jeu de transition, un jeu de jeu rapide. Donc il faut absolument arriver là-dessus. Et je passerai la parole. Ouais, moi, je vais bien rebondir dans la continuité de ce que dit Stéphane. Je pense qu'il faut déjà faire un état des lieux de ce qui se passe au niveau basket sur la catégorie. Si on distingue trois phases dans le jeu rapide, le jeu de transition et le jeu placé. Bon, le jeu de transition sur cette catégorie-là, pour moi, il est insignifiant. Globalement, si on commence notre saison, je pense qu'on est assez dans 80% de jeu rapide pour 20% de jeu placé. Et cette notion de proportion, au fil du temps, et plus la saison va avancer, plus on va arriver à un équilibre. Bon, cette notion de course, de toute façon, elle est indéniable et indissociable de ce qu'on doit attendre de la catégorie, et Stéphane en a suffisamment parlé. Bon, après, la difficulté, c'est quoi? C'est d'analyser les moyens qu'on va avoir à notre disposition quand on est coach de la catégorie 13. Combien de temps d'entraînement? Quel est le niveau déjà des joueurs que je récupère? Est-ce que c'est déjà des joueurs expérimentés qui ont quelques années de basket, ou est-ce que j'ai des débutants? Et puis après, quel effectif, quelle quantité de joueurs? À partir de là, on va pouvoir définir. On parlait dans notre temps de préparation d'un style. C'est difficile de définir un style de jeu, mais c'est plutôt des intentions. Quelles intentions on va pouvoir déterminer par rapport aux moyens qu'on va avoir? Et la difficulté, c'est quoi? C'est de déterminer ces moyens et de rester sur les intentions qu'on aura voulu et qu'on pourra aborder avec les moyens qu'on aura. Voilà. Okay. Après, je peux aller plus loin si vous voulez sur quelques expériences perso, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Laura, je crois que tu as envie de t'exprimer. Oui, bah après, c'est aussi pour rajouter un petit peu à ce qui était dit. Je suis d'accord avec l'aspect réglementaire où on touche plus la balle, etc. en zone arrière pour aller très vite vers l'aspect offensif, première partie de terrain. Enfin, après, moi, j'essaye de donner la même ligne de conduite sur toutes les catégories, de U13 à U20, on va dire, pour ma part. Et en fait, j'essaie que ce soit assez transversal. Et du coup, j'ai noté surtout en premier point l'intensité, en deuxième point le spacing et en troisième point le timing. Et c'est vrai que par rapport à ce que Stéphane disait, moi je pars plutôt, après c'est ma façon à moi d'aborder les choses, mais je pars plutôt de la défense pour aller vers l'attaque justement, pour aborder tout ce que tu disais Didier sur 80% de jeu rapide et peut-être 20% de jeu placé. Donc c'est vrai que moi je pars plutôt sur ces aspects-là. Voilà. Kevin, un mot à rajouter? Non, franchement, pas vraiment grand chose à rajouter, mais peut-être un petit détail. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur la catégorie U13, on est par rapport à d'autres pays largement loin derrière. Il y en a qui ont déjà évolué sur du jeu placé. Et nous, on est encore en train de courir. Et on ne sait pas gérer les timings. Voilà. Le souci, c'est qu'on ne sait pas gérer les timings. Moi, par exemple, quand je fais un match en départ, on voit c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Il y a un gros souci, on va dire, entre plusieurs catégories. Donc, on a la catégorie U13 départ, U13 région. Et il y a un gros fossé. Ça part de n'importe quoi. Donc, ça serait bien de pouvoir, dès le plus jeune âge, déjà instaurer des
des notions de système. Voilà. Parce que ça part un peu du grand n'importe quoi. Ça part un peu n'importe Je quoi. partage pas cet avis. Oui, je pense pas être d'accord. Je pense que si tu analyses le jeu des États-Unis en senior, quand tu regardes sur les JO, Il y a 3 passes. les JO, Voilà. c'est du jeu rapide. C'est principalement du jeu rapide, des intentions parce que sont beaucoup plus intenses que la plupart. C'est une équipe qui prend 60% de rebonds offensifs la plupart. Ça veut dire que 60% de leurs tirs manqués, ils le reprennent en rebond off pour remettre dedans. Et le reste, c'est quasiment du jeu de relance. Il y a très peu de jeux de situation placés. Mais je pense qu'il faut pas. Le système, c'est quelque chose qui va t'enlever beaucoup de choses, notamment la liberté d'expression. Je pense que ton idée de spacing et ton idée de timing peut-être va être sur le jeu rapide. Ce qui crée le n'importe quoi sur tes catégories, c'est le manque de capacité à se reconnaître dans les espaces. Et le manque de capacité à se reconnaître dans les espaces quand je dois regarder un ballon si je ne l'ai pas. Donc me déplacer en étant sur un regard qui est périphérique malgré tout, parce qu'on l'a aussi en tant que non-porteur de balle, mais la capacité, et là le plus souvent c'est ça le problème, c'est la capacité à reconnaître balle en main. Et là, pour moi, c'est ce problème-là. Aujourd'hui, le basket, c'est un sport de course, hein. C'est un sport de course uniquement, quasiment. Et on crée des systèmes, et un système, en fait, c'est le meilleur moyen de rentrer dans un cadre rassurant pour l'entraîneur. La première erreur faite d'un entraîneur, c'est de vouloir ultra contrôler. Et je pense que l'évolution d'un entraîneur, c'est la capacité à lâcher prise à un moment donné. Et on évolue sur être capable de mettre des règles, et ces règles, à un moment donné, sont inscrites dans le registre de l'équipe, dans les règles de l'équipe. On en parlera après sur les libertés et tout ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est que souvent, pour se rassurer, quand on est jeune entraîneur, on a une tendance à vouloir tout contrôler. Sauf que le basket, au final, c'est pas ça. Le basket, c'est la liberté aux joueurs. Et les joueurs de talent, ce sont des joueurs qui ont eu cette capacité à s'approprier le jeu. Donc. Après, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, alors, on en discutait un petit peu avant le live, mais ton expérience, Kevin, toi, de tes catégories et de l'entraînement que tu as, tu es beaucoup de jeunes débutants. Je suis pas certain que les jeunes débutants français que tu as aient un niveau différent des jeunes débutants, qu'ils soient belges, serbes, croates. Voilà, quand on est débutant, c'est voilà, les bases, on les a pas plus. Après, ce que tu as peut-être pas vu en référence, c'est des joueurs qui sont déjà plus aguerris, les jeunes français qui ont travaillé et qui sont en fin de catégorie 13. Là, peut-être qu'ils ont des bases qui sont différentes de ce qu'on peut exposer, notamment peut-être avec les pays de l'Est, les termes qui sont souvent la référence, mais on peut pas dire qu'ils soient pour autant pas meilleurs basketteurs. Ils savent faire des choses différentes, dans un style différent, mais c'est aussi ce qui nous caractérise. Après, pour rebondir, ouais. vas-y Laura. Non, vas-y, je t'en prie. Pour rebondir par rapport à ce que dit Kevin, moi je suis pas totalement d'accord avec lui non plus, sachant qu'aujourd'hui les 3 priorités que moi je préconise sur ma catégorie 13 sont le développement physique, comme disait Stéphane, avec la coordination, la capacité à courir, être capable de maîtriser ses mouvements, ses gestes et de se repérer dans les espaces. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est être capable de maîtriser les fondamentaux individuels offensifs et défensifs pour pouvoir défensivement, pour pouvoir être, on va dire, en réussite vis-à-vis d'un adversaire, et offensivement pour pouvoir terminer des actions où on va demander à courir. Et la troisième chose qui me paraît hyper importante aujourd'hui, c'est la lecture de jeu et ce qu'on va demander comme situation de lecture aux entraînements, qu'on va pouvoir représenter en match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on part sur des systèmes de jeu, ça va être à l'inverse de ce qu'on va vouloir créer par la suite, c'est-à-dire créer de la créativité sur nos joueurs et pouvoir mettre de l'intensité. Si on n'est pas capable de courir et qu'on va demander à nos joueurs d'être sur un demi-terrain et de respecter des règles qu'on a établies, ça va nous empêcher en fait d'avoir un joueur qui va prendre pleinement la mesure de ce qu'il est capable de ressentir et de voir. Mais du coup, vas-y Laura, c'est à toi. Ouais. Du coup, en fait, Flo, tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la notion de prise d'info. Et du moment où les gamins, il faut qu'on les éduque à pouvoir lire un maximum de choses. Tu vois, lire et agir, en fait. Agir en fonction de ce qui se passe. Et quand tes joueurs font des erreurs, en fait, pour moi, c'est justement ce qui est hyper formateur. Parce que plus ils font d'erreurs, plus ils vont progresser. Plus on va pouvoir leur dire là non, tu vois, par rapport à ça il va aller peut-être mieux faire ça, regarde ça, attelle-toi à ça, et voilà. Donc pour moi en fait le fait que
comme tu disais, c'est un peu brouillon, etc. Pour moi, c'est ça qui est formateur et c'est ça qu'on doit les éduquer à lire pour agir en fonction de ce qui se passe. Après, je voulais dire une chose, rien n'empêche, bien sûr, c'est évident, on doit laisser jouer les joueurs, courir, bien sûr, c'est évident. Ça, c'est une chose qui est évidente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de temps en temps, un petit peu de cadrage, c'est pas plus mal non plus. C'est-à-dire un petit peu de comment gérer donc ce système. On le fait en entraînement, d'accord? Donc autant le faire un petit peu si on peut, si on a un peu d'avantage ou si on n'a pas du tout d'avantage. Autant essayer de mettre en place quelque chose, histoire de voir un peu où on en est dans notre placement. Mais oui, il faut faire jouer, bien sûr qu'il faut que ça court. Voilà. Après, ce qui me gêne là-dedans, ce qui me gêne dans cette notion de système, c'est qu'au final, comment tu vas les éduquer à eux-mêmes se trouver quelle personnalité de joueur ils ont, et surtout, pour moi, ce qui est important dans l'éducation et dans la formation, c'est que les gamins ils comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Oui, et du coup, pour moi, le système fermé, c'est de la récitation et pas forcément de la compréhension du jeu. Après, moi, je suis quelqu'un qui préfère les philosophies ouvertes, donc voilà. Mais après, tu vois, par rapport à ça, je trouve que ça correspond pas forcément à la catégorie d'âge pour le coup. Après, ils sont dans comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils sont dans un moment où ils sont en transition pour la plupart. Il y en a qui sont U12, il y en a qui sont U13, ils vont passer en U14, U15. À un moment, il faut qu'ils apprennent aussi quelques notions qu'ils vont avoir plus tard. C'est ça qu'il faut aussi. Mais pour moi, voilà. C'est pas non plus une priorité. Mais ça l'est quand on voit que nos joueurs quand on voit que nos catégories en France sont vraiment en difficulté. Moi, je te demande oui, je pense qu'il faudra qu'on clôture là-dessus. Je te demande quelle catégorie est en difficulté aujourd'hui, les championnats. J'aimerais que tu me donnes les résultats des équipes de France jeunes, U15. Alors, c'est le tournoi des dames, souvent pour les filles notamment. U16, U10. Aujourd'hui, on est quand même l'un des pays européens les plus titrés ou médaillés. Donc, je pense qu'il faut faire attention à toute cette démarche française qui est de croire qu'à l'étranger c'est mieux tout le temps. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait bien et je pense que le développement des joueurs aujourd'hui commence à évoluer. Et on a aujourd'hui un pays qui, depuis 15 ans, ramasse des médailles, c'est aussi à ça qu'on juge à un moment donné une performance et une qualité. C'est qu'aujourd'hui, on est quand même un pays qui fait du bon boulot. Moi, je pense que le plus important là, et ça va être intéressant, et ça permet sûrement d'aller sur une transition, c'est les priorités de travail. Et là, c'est intéressant justement. Quelles sont les priorités de travail et pourquoi? Kevin, j'ai un petit peu peur que tu généralises ton cas personnel avec une situation structurelle globale que tu ramènerais même jusqu'au basket français en général. Voilà, ce qui se passe dans ton club, dans ta structure et dans tes conditions d'entraînement, c'est compliqué, mais c'est pas la réalité de ce qui peut se trouver. Il y a quand même des choses, des clubs qui bossent bien, il y a du travail qui est bien fait et il y a de la formation qui est intéressante. Et je rejoins Stéphane, quand on voit la performance de nos équipes nationales de jeunes tous les étés, que ce soit en garçons ou en filles, on est plutôt sur une structure et sur un pays qui est sur le haut du tableau et qui ramène des médailles régulièrement. Donc il y a des choses qui sont. Alors c'est toujours mieux ailleurs, mais bon, il faut pas tout jeter. Je crois qu'il y a du bon boulot de fait. Voilà. Oui, c'est sûr. Alors je vous coupe les amis. Il y a une question de Julien. Il nous dit, si je résume, vous voulez que les U13 fassent les choses vite et bien. Et bien, je pense que très peu de joueurs ne sont capables de faire les deux. Le basket est un sport de vitesse et de contrôle. Par quoi on commence? Ça, pour moi, c'est la vraie question. Donc, par quoi allons-nous commencer pour apprendre à nos joueurs à jouer vite et bien faire les choses? On va apprendre à contrôler dans la vitesse. C'est ça la clé en fait. La clé elle est là, c'est apprendre à contrôler dans la vitesse. Je pense qu'il n'y a pas un choix à faire. La question c'est la vie et le sport principalement notamment est une situation d'apprentissage. Et comment on apprend dans la vie? En faisant des erreurs. En faisant des erreurs uniquement. C'est pas grave de faire des erreurs. C'est-à-dire que le joueur qui va
à mon avis, échoué dans la pleine vitesse, se doit de ne pas ralentir et de faire la même chose jusqu'à qu'il ait une situation de réussite. Et c'est pas un problème d'échouer 50 fois, c'est pas un problème d'échouer 1000 fois, c'est pas, voilà, c'est le plus important, c'est de réussir à amener les joueurs à réussir à cette haute vitesse. Parce que ce qui fait la différence sur le très haut niveau, c'est même pas forcément tout le temps les aptitudes techniques, même si c'est très très important, c'est la capacité à faire les choses à haute intensité. Voilà, dureté, intensité. Et le joueur très bon, c'est celui qui va être capable de lire autour de ça, de reconnaître la situation. Et c'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, on ne peut pas jouer à haut niveau sans intensité. Après, la difficulté pour le coach, c'est de trouver justement ce bon équilibre de l'apprentissage de fondamentaux qui vont peut-être être sur des ateliers où l'intensité sera minimale. Mais après, il faut repositionner ça très rapidement dans le jeu. Même si c'est la bousculie dans le jeu, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est la réalité du quotidien et c'est la réalité du match du samedi qui va être mis en évidence. Ça, il faut passer par ces étapes-là et tout le monde est unanime autour de ça. Il faut passer par ces étapes-là pour pouvoir faire avancer nos joueurs et nos enfants, nos jeunes joueurs sur cette catégorie. Les amis, deuxième question qu'on a eue de Romain cette fois-ci. Enfin, pas une question, plutôt une remarque pour lui. Il nous explique que son problème à lui, c'est que les attentes n'ont rien à voir entre le département et la région. Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre et comment pourrait-on lui apporter une solution ou des pistes de travail? Je pense que je vais lancer peut-être une chose, mais je pense qu'il a bien raison. Après, la hiérarchisation par niveau de compétition, elle nous concerne pas directement. Nous, la problématique, c'est le niveau de joueurs et se dire, oui, en départ, on a quoi? On a une problématique de joueurs qui sont souvent des débutants, et en région, on a des joueurs qui sont un petit peu plus aguerris. Donc à partir de là, oui, on n'a pas les mêmes problèmes. Hein, et après, à l'entraîneur de s'adapter à cette situation-là et de faire en sorte qu'il puisse apporter la progression qui sera adaptée au niveau de ses joueurs, à son niveau de compétition. Oui, je pense aussi la même chose. Enfin, pour moi, effectivement, le niveau d'avancée va pas être le même. La complexification qu'on va demander sur les exos sera pas la même exigence, etc. Mais pour moi, enfin, on avance dans le même sens, mais pas forcément au même degré, ça c'est certain. Mais pour moi, enfin, qu'on ait des joueurs débutants ou des joueurs confirmés, on les éduque de la même façon, seulement pas avec la même exigence partout au même moment, quoi. On est d'accord. D'accord. Donc passons à la suite. Donc j'ai bien compris que d'après nos discours, que notre style de jeu sur la catégorie 13 était plutôt basé sur le jeu rapide. Pourquoi on l'a dit. Donc comment allons-nous développer ce style de jeu et par quel Je te coupe, mais on pourrait le creuser un peu plus parce que s'il y a des coachs qui sont intéressés autour de ça, oui, le jeu rapide, on a dit que c'était, enfin pour moi c'est 80% en début de saison et ça va peut-être être 50-50 sur la fin de saison. Mais c'est se dire nos joueurs, on va quand même les amener à jouer un peu demi-terrain. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en œuvre et leur proposer? Pour ma part, puisque l'idée c'est de partager un petit peu de nos expériences, on était assez unanime autour de ça, de se dire que les systèmes fermés, c'est même pas la peine d'en parler sur ces catégories. Bon, après, c'est définir quoi? Définir des jeux de rôle qui vont de toute façon être dans des notions de contrôle du 1 contre 1, incontournable de toute façon. Où est-ce qu'on joue notre 1 contre 1, dans quelles conditions, quand et comment. Une notion de respect d'esprit et d'une notion de respect de manœuvre. Les manœuvres minimales qu'on peut trouver sur la catégorie, c'est les manœuvres à deux, qui vont aller sur le passe-et-va, sur le hand-off ou main à main, comme vous voulez. Et puis, la notion de jeu à deux sur le two-game avec peut-être la notion de post-up. Déjà, si on est dans ces collaborations-là, on a déjà beaucoup de choses à travailler et ça nous met un contenu qui est relativement dense pour notre saison. Ça, c'est sur l'aspect offensif. Moi, je pense qu'il faut réussir à avoir une réflexion un peu évolutive. La question, c'est un débutant, combien va-t-il marquer de panier à 1 contre 0 pour commencer? Peut-être 2 sur 10, peut-être 1 sur 10. Et qu'en fait, il faut être patient. Et le métier d'entraîneur, ou le rôle d'un entraîneur, c'est déjà apprendre cette patience. C'est accepter que les choses prennent du temps. Et je pense qu'il faut pas vouloir courir avant de savoir marcher. C'est-à-dire que pourquoi on voudrait passer d'un joueur qui n'est pas en capacité à scorer
constamment à un contre 0, pourquoi on veut l'amener sur déjà un registre à 5 avec des situations fermées, comme on disait, ou des, voilà. Je pense que le plus important, c'est qu'à partir du moment où je suis capable de scorer régulièrement ou à haut pourcentage à 1 contre 0, il faut ramener quelque chose qui est important, c'est le 1 contre 1 potentiellement. C'est amener des situations de surnombre ensuite, pour amener cette situation de collaboration. Quand on a réussi à aller sur le 2 contre 1, peut-être arriver sur le 3 contre 2 de façon à, voilà. Et je pense que cette évolution dont parle Didier, c'est ça, c'est partir d'un développement où je suis capable d'évoluer sur des gammes à 1 contre 0, différentes gammes de finition, ensuite arriver sur les mettre en situation de façon à pouvoir avoir aussi un haut pourcentage, et ensuite rentrer dans une collaboration collective. Mais tant que ça n'est pas maîtrisé, rentrer dans une collaboration, ne serait-ce qu'en égalité numérique, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, éviter. C'est pour ça que je voulais juste dire une chose. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai expliqué avant le live, ce serait bien de le faire, mais déjà avant. Déjà leur apporter des bases avant. Tu veux dire. Voilà, exactement, avant la transition. Avant justement cette transition, il faudrait qu'on puisse, chaque coach fait ça à sa façon. Mais ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, les Benjamins sont en transition. Ceux qui sont en transition apprennent déjà des choses des minimes. Ceux qui sont en poussin apprennent des choses qui sont déjà en Benjamin, histoire d'avoir déjà cette possibilité ensuite de pouvoir évoluer, justement. Alors, on en revient à une question. En fait. Exactement. Juste pour répondre une dernière chose, Flo, je suis désolé. Combien de temps penses-tu que nous passions en 1 contre 0 en LFB? Je dirais 50% du temps. Pourquoi veux-tu faire différemment sur des jeunes? Non, mais moi, je travaille, c'est pas 50%, mais je dirais 30 à 40%. C'est-à-dire que moi, toi, tu veux faire le travail avant, en U13, mais moi, je te dis que des gens qui arrivent en pro ou en LFB, mais ils s'entraînent énormément individuellement. Énormément. C'est la base. Et ce qui fait, c'est que, voilà. Donc, si tu as peu de temps, prends du temps pour développer les joueuses ou les joueurs. Prends du temps pour individuellement. Désolé, Flo, pour savoir. Pas de souci, Steph, tu as bien raison de terminer ton propos. Nous avons une question d'Arnaud. Donc, autour de ces principes de jeu rapide, run and gun, pour interrogation, forcer le joueur à attaquer fort le panier, pour interrogation, quel principe, entre guillemets, il dit qu'il compare sur le principe de U13 région. Alors, Laura, René, vas-y, Laura. Vas-y, Laura. Non. Le run and gun, attention, c'est quelque chose qui est mal vu, qui peut être mal vu. Le principe du run and gun, c'est le fait de tirer longue distance après une situation de jeu rapide, bien souvent. C'est pas une situation où on va finir à layup. Attention, c'est complètement différent. Le rôle d'un entraîneur, c'est de trouver un shoot ouvert. C'est de trouver le meilleur shoot. Et ça sera ça toute sa carrière de joueur aussi. Trouver le meilleur shoot, mais la personne la mieux placée. Et en fait, moi, je pense que c'est complètement différent du run and gun. C'est la capacité à, quand on est jeune, il faut pas refuser un tir ouvert. L'idée numéro 1, c'est d'aller chercher un tir sous le panier, de développer ces situations, parce que les défenses ne sont pas non plus en capacité de fermer un espace de tir proche du cercle. Mais je pense que c'est vraiment cette première chose. Il faut vraiment faire attention à ce terme de run and gun qui est complètement différent. Quand on voit Curry, il peut arriver sur le run and gun ou les Warriors, mais c'est un niveau d'expertise qui est vraiment très loin de ce qu'on peut avoir. L'idée, c'est de savoir que quand je suis agressif, la question, c'est simple. Est-ce que j'ai une situation d'avantage ou pas? Si j'ai pas la situation d'avantage, soit il faut que je recule, soit il faut que je passe mon ballon. S'il y a 2 joueurs sur moi, il faut que je passe mon ballon. S'il y a quelqu'un, et l'exemple le plus simple possible, on en parlait sur le fait du jeu rapide, développer cette situation de jeu rapide, si je suis seul, mais quelqu'un est seul devant moi en situation de jeu rapide, il faut que je fasse la passe. C'est une situation, et c'est toujours la même chose. Et ça, c'est vrai partout. C'est good to best, c'est aller de quelque chose qui est bien vers quelque chose de mieux. Et c'est ça en fait l'idée. Et globalement, si j'arrive à trouver un tir facile, formidable. Si par contre j'ai pas réussi, j'ai peut-être fixé un défenseur, je vais faire ma passe, je vais me resituer. Lui, il va peut-être profiter de cette situation d'avantage pour pouvoir soit créer un drive ou soit trouver la passe de plus. Parce qu'à plus haut niveau, quand on a créé une situation d'avantage, il y a souvent une rotation qui se crée. Et souvent, on se retrouve sur un principe de drive, passe, avant de rejoindre une situation de drive. Je rejoins tout à fait ce que dit Stéphane. Voilà, j'aurais argumenté là-dessus. C'est-à-dire que si on a un projet de développement autour du 1 contre 1 et c'est incontournable de toute façon pour le jeu U13, moi ce qui me paraît déterminant, c'est que les joueurs soient capables de déterminer ses limites dans le 1 contre 1
Est-ce que je suis en situation de prendre un avantage? Si oui, comment je l'exploite? Ça peut être le tir, ça peut être la passe. Et si je suis pas en situation de jouer cet avantage-là, il faut que je trouve une alternative qui soit autre chose qu'une mauvaise passe ou qu'un tir porté. Voilà, c'est peut-être revenir non plus, mais c'est cette notion de lecture et de compréhension dans le 1 contre 1. Hein, la première situation de 1 contre 1, moi qui m'insupporte et pour laquelle je me suis battu, c'est la situation de 1 contre 1 de capter rebond défensif. On est rebond défensif, on est capté de balle. Que font les enfants? Capter de balle, déjà capter la balle à 2 mains, c'est une galère. Donc c'est beaucoup de ballons perdus parce qu'on va attraper la balle à 1 main. Et après, c'est quoi? C'est capter la balle, je la mets au sol, je dribble, je pose 1 dribble, 2 dribbles, et puis après, je vais peut-être lever la tête pour regarder. Voilà. Et là, on est sur la première situation de 1 contre 1 qui nous amène après aux autres situations. Mais à partir du moment où on n'a pas cette prise d'information de lecture sur toutes les situations où on est balle en main, c'est difficile de pouvoir envisager de trouver les bonnes réponses qui vont nous être proposées ou imposées par la défense. Après, attention, on parle aussi des enfants. On parle aussi d'un enfant. Les enfants, ils n'ont pas du tout cette notion de pouvoir réfléchir aussi rapidement. Oui, mais on parle aussi de coachs qui sont là pour les faire justement travailler. Voilà, et puis, exactement. Mais faut faire attention. Run and Gun, moi je pense que Run and Gun, c'est pas du tout fait pour cette catégorie-là. Justement, par rapport à ce que tu dis, Kev, moi je pense que l'entraîneur et le coach est là pour guider ses joueurs. Ouais, bien sûr. Et c'est justement à travers le fait de guider qu'on va réussir à développer ses qualités et Après, on parle de région. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, Kevin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question était pour des régions, on est d'accord, Flo. C'était pour un niveau région. C'était pour un niveau région. Ouais, voilà. Tu peux pas proposer, tu peux pas faire évoluer ça sur du jeu département. Non. Voilà, il y a vraiment une différence. Ok, on a une question à nouveau de Julien. Si on veut développer des joueurs U13 et que l'on estime que le 5 contre 5 en compétition est une manière de se développer, alors pour des jeunes qui s'entraînent peu, il ne faut pas faire de 5 contre 5 à l'entraînement. En égal, jeu réduit basé sur le 1 contre 1 et l'agressivité et éventuellement des collaborations à 2 ou à 3. Qu'en pensent les intervenants? Pas de 5 contre 5 à l'entraînement? Non, pas d'accord. Enfin, non, après, il faut arriver à trouver un jeu 5 contre 5 qui soit adapté aux moyens qu'on a. C'est tout. Après, ça va peut-être tout simplement se dire, voilà, on est 5 contre 5, qu'est-ce qu'on se donne comme priorité? On part sur une action de 1 contre 1. Pourquoi pas? Quelle continuité on peut avoir? Peut-être une passe à l'opposé. Est-ce qu'on a les capacités de pouvoir passer la balle dans ces situations-là? Et que font les autres joueurs? Est-ce qu'ils sont piqués? Est-ce qu'ils sont acteurs? On peut avoir un porteur de balle qui est dans l'agressivité, des gens qui vont jouer des backdoors, retrouver un rééquilibre derrière et un jeu sans ballon. Voilà, il faut rester sur des choses relativement simples, mais c'est surtout pas dissocier, se dire qu'on ne joue pas 5-5 à l'entraînement. C'est le 5-5 le samedi, de toute façon, c'est ce qu'on va avoir proposé, donc il faut à un moment y passer. Ce 5-5, il faut qu'il soit le plus simple possible et que les joueurs soient capables de s'y retrouver par rapport aux repères et aux règles qu'on va leur donner. Et à cet âge-là, et on est tous unanimes, c'est se dire qu'on a besoin d'avoir des repères simples parce qu'on a des joueurs qui sont pas encore en capacité de faire des choses complexes. Exactement. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Didier. Je pense que dans ce qu'on disait tout à l'heure et ce que Stéphane a très bien amené, quand on complexifie un petit peu la collaboration, après on passe du jeu en surnombre à du jeu réduit, etc. Ce qui rejoint Didier, je suis d'accord avec ça. Après, il faut qu'on ait les mêmes principes et les mêmes règles et que ce qu'on demande dans le jeu à 2 ou jeu à 3 se retrouve aussi dans le jeu à 5 et ainsi de suite. Et du coup, non, je pense que si, je pense qu'il faut arriver à trouver aussi, encore une fois, on parle de lecture, d'adaptation, etc. Il faut que nous, on arrive à mettre les bonnes choses au bon moment pendant nos séances et que tout ce qu'on fait, entre guillemets, soit tout le temps cohérent et pertinent avec ce qu'on veut amener comme règle et comme principe. Et du moment où c'est vrai dans le jeu à 2, ça sera vrai dans le jeu à 5. Et donc, du coup, nos joueurs n'auront pas de problème à s'adapter par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut aussi... alors, ça a été une question qui s'est posée souvent. Hein. Qu'est-ce qu'on doit jouer en 3-3 ou en 4-4 sur les catégories jeunes et tout ça. Je pense même des départements... Il y a des départements qui étaient arrivés sur ça, sur les jeunes catégories, d'arriver à jouer sur des jeux réduits. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi, nous, à l'entraînement, il faut qu'on favorise le jeu réduit. Il y a 3 choses qui sont très importantes. Le jeu réduit, il apporte... Déjà, le premier aspect, c'est que quand on joue en 3 contre 3, il y a beaucoup plus de chances que de toucher le ballon qu'en 5 contre 5.
Donc, on est beaucoup plus acteur offensivement, et balle en main, ce qui est quand même le plus dur à gérer, c'est ça. C'est globalement le plus compliqué au basket, c'est les habiletés balle en main. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est l'espace que ça crée sur le terrain. Alors en tout terrain, c'est encore plus vrai, mais en demi-terrain, c'est aussi vrai. Le principe du 3-3, par exemple, fait qu'il y a beaucoup d'espace pour pouvoir s'exprimer individuellement balle en main. Et donc moins de collaboration peut-être, notamment défensive, qui force le joueur à lâcher la balle. Et la deuxième chose, c'est la clarté. Et les choses sont beaucoup plus évidentes et laissent beaucoup plus le temps. Je prends un exemple tout bête d'un drive de l'aile. Quand on va chercher le cercle, si on fait créer une aide et une rotation, il y a beaucoup plus de distance à couvrir. Et donc, il y a beaucoup plus de temps de réflexion. Et en fait, cette expertise va se développer admettons du 3-3 vers le 5-5 en se disant que quand le ballon va voyager, sur le 5-5, j'ai moins de temps pour réfléchir. Donc, il va falloir arriver sur un niveau d'expertise pour travailler plus vite. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, le jeu réduit permet de créer plus de balle en main et permet aussi de comprendre la notion d'espace. C'est ce que tu disais, Laura, et c'était très intéressant. C'est que les principes de jeu, c'est ce qu'on appelle le pré-collectif par rapport au collectif, doivent être les mêmes. Et après, le tout, c'est de savoir ramener ça sur le jeu à 5. Mais je pense que 90% des entraîneurs jeunes, souvent, moi, quand je commence à entraîner, je me dis tout le temps, mais ce cinquième joueur, il fait chier, en fait, sur le terrain. Il nous emmerde plus qu'autre chose, il prend de la place pour pas grand chose. Et je pense que c'est une réalité où souvent, quand on travaille, on se dit, putain, ce cinquième joueur, il m'emmerde, quoi. Et je pense que c'est une réalité en jeune. C'est exactement ça. Ça permet de rebondir. Ça permet de rebondir. J'étais assez d'accord avec ce que disait Stéphane. C'est une très très bonne alternative pour pouvoir faire le lien entre le 1 contre 1 et le 5-5, cette étape de 3-3. Moi, j'étais assez adepte de ces situations-là parce que l'enfant va pouvoir s'exprimer assez régulièrement. Hein. Quand on parlait de notion de balle en main, c'est une frustration d'avoir un ballon pour 5 joueurs. Donc, quand on en a que 3, on a plus de chances de l'avoir que quand on est 5. Plus d'espace et il faut trouver le bon équilibre pour voilà, c'est aussi un outil d'entraînement. Et après, c'est à l'entraîneur de pouvoir pianoter sur toutes ces gammes-là. Pour pouvoir donner une diversité d'expression aux joueurs en fonction du temps qu'il va avoir à disposition et puis du niveau de ces joueurs. C'est ce qui me permet de rebondir. On a un commentaire de Cédric qui, lui, ne pratique jamais de 5 contre 5 à l'entraînement. Pour lui, le match du samedi est la situation qui lui permet de mettre en situation ce qu'il a vu à l'entraînement. Voilà. Et lui, il est sur un groupe U13 région. Deuxième chose, il y a un deuxième commentaire qui arrive, mais je vais quand même lancer la question suite à ce qu'on est en train de dire. Donc, suite à tout ce qu'on vient de dire, quelles sont les libertés qu'on offre à nos joueurs? Je pose le commentaire et après, on revient avec vous. Donc, Julien te remercie, Stéphane, pour ta réponse. Pour info, il y a quelques années, il a été champion région U13 quand il était dans un club sans faire une seule minute de 5 contre 5 à l'entraînement. Il est maintenant CTF dans le 35, pour nous, pas de 5 contre 5 sur les entraînements, c'est sa vision des choses. Je suis entièrement d'accord avec Monsieur Demeuré. Je pense qu'en fait, on se retrouve grandi et l'effectif se retrouve grandi quand on développe les joueurs individuellement, en fait. C'est-à-dire que l'individu va rentrer au service du collectif. Plus on a des individus forts, plus le collectif sera fort. Et je pense qu'il a entièrement raison. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais des U13 aussi dans le 22, qu'on avait mis en U15, le pari, c'était je les entraînais moi quand même 5 fois par semaine. C'était beaucoup. Et sur 5 fois par semaine, je pense qu'on devait travailler 20 minutes sur des situations de 5 contre 5 parce que c'était pas intéressant. Et par contre, l'idée numéro 1, c'était de développer des joueuses de basket, des gens habiles. Et donc ça, c'est important. Et je permets de rebondir sur le petit point sur les matchs, à savoir que les matchs sur cette catégorie U13 et avant, ce sont des entraînements. Parce qu'on enlève la dimension de victoire à tout prix. Bien évidemment, je pense que c'est important de savoir gagner et d'être champion. Et ça, c'est important de développer ça chez les jeunes. Et je pense que gagner, c'est important. Mais je pense à cette notion où le match est un entraînement. Donc en fait, le 5-5 du match peut être utilisé dans la cohérence de l'entraînement en utilisant ce match comme le deuxième entraînement si j'en ai qu'un la semaine, troisième si j'en ai 2 la semaine, et ainsi de suite. D'où, et là juste un petit parenthèse, proscrire les entraîneurs qui lancent leurs joueurs en disant on fait des lay-ups ou machin et qu'eux ils vont fumer leurs cigarettes.
restez avec vos jeunes, mais entraînez-les normalement. Faites du développement, faites du handling, faites du travail de passe, faites du travail de tir. L'idée, on s'échauffe pas comme des pros, c'est un entraînement. Et quand on est là 1 heure avant, quand on a la chance d'avoir la salle 1 heure avant, c'est 1 heure d'entraînement. C'est utile. Et puis, du coup, j'en profite pour dire, je suis tout à fait d'accord avec ça, là, que le 5-5 aussi, le week-end, c'est un entraînement de plus. Et puis, ça nous permet aussi, nous, de voir où on en est aussi dans notre programmation, notre planification, et où on en est sur l'évolution de nos joueurs individuellement, etc., dans la compréhension, mais aussi dans les habiletés. Je pense que c'est aussi un moyen d'avoir ces repères-là pour savoir comment on va axer la suite de notre travail le reste de la semaine, quoi. Exactement. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui ont commenté notre live. Si jamais je ne vous vois pas, n'hésitez pas à renvoyer les questions parce que il y a beaucoup de questions qui défilent. Ouais, c'est et pas c'est des jeux. J'ai du mal à les voir. C'est compliqué, donc n'hésitez pas à remettre les questions. C'est positif quand même, ça veut dire qu'il Ça veut dire qu'il y a du monde. Ça veut dire qu'on suscite l'intérêt. Ça veut dire qu'il y a 30 personnes. Dans 3 heures, on aura peut-être répondu à la question. Donc Arnaud vient de nous reposer une question. Donc il remercie pour la réponse qu'on lui a apportée. Et il parlait plus du principe que de courir plutôt que de tirer. Il parlait plus du principe de courir, donc tirer c'est tir ouvert, que quelque chose de complexe et structuré dans le SHN. Les gamins sont friands d'expression run and gun, ça leur parle. Et ensuite, vous parlez de 3 contre 3. 3 contre 3 avec des principes, ou bien 3 contre 3 demi-terrain autour de règles 3-3 FIBA, qui développent l'agressivité et la réactivité. 3-3 Qu'est-ce que vous FIBA, avez à répondre à cette... Pour moi, j'utilise beaucoup le 3-3 FIBA. Personnellement. 3-3 FIBA, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, le 3-3, c'est malheureusement, super, quelque chose qui crée des problèmes, des polémiques, parce que ça prend des joueuses de 5-5, et aujourd'hui, on risque d'être embêté. Mais je pense que le 3-3 a beaucoup de richesse, ne serait-ce que sur cette capacité, sur l'agressivité balle en main, sur la notion de transité aussi. Il y a peu de situations où le ballon est arrêté. Donc ça, c'est quelque chose qui est riche. Maintenant, le 3-3, quand on le regarde bien, c'est quelque chose qui est amené autour du pré-collectif. Hein. Ils sont sur des écrans porteurs. Bon, les collaborations sont différentes parce qu'il y a moins de monde, il y a plus d'espace, mais je pense que c'est intéressant. L'hérésie du 3-3, c'est de croire que par contre, on puisse jouer avec un ballon taille 6, avec le poids d'un ballon taille 7. Ça me paraît complexe, parce que quand on trouve les gens après, c'est compliqué, mais voilà. Après, ce qui amène aussi au 3-3 et qui est différent, c'est la dureté. La dureté physique du 3-3 FIBA est un peu différent. Mais je pense que le tout est complémentaire et je pense que les tournois de 3-3 permettent d'évoluer, de faire évoluer les joueurs, clairement. Après, je pense que si on veut prendre le 3-3 en support de travail et de développement, il faut mettre dans notre 3-3 les mêmes règles qu'on veut mettre dans notre 5-5. Et puis voilà, après, il faut pas que les gamins, on peut pas leur mettre tout de suite, il faut, bing, on détermine les règles, vous pouvez faire ça, ça, ça. Ouais, je suis porteur, je suis un porteur. Et ces règles-là, on va les mettre dans un premier temps, ils ont 2 possibilités. Et puis on va avancer pas à pas, et puis on va leur en mettre un petit peu plus. Ça peut être une démarche. Après, peut-être le coach, il dit, je mets tout de suite, et puis advienne que pourra. Bon, après, chacun va faire sa petite, son organisation, et tout est entendable et tout est défendable. Après, c'est plus se positionner en termes de capacité de compréhension et d'adaptation. Vous disiez tout à l'heure, oui, c'est des U13, c'est des U11. Oui, c'est très très jeune, donc plus on leur en met dans la tête, plus c'est difficile. Donc quand ils ont quand même un peu de vécu et d'expérience, on peut leur donner plus. Mais quand on est avec des débutants ou avec des joueurs qui sont pas encore suffisamment confirmés, il vaut mieux y aller doucement, et puis on leur donne 2 ingrédients, et puis à eux de bien les utiliser. Puis quand ils maîtrisent bien les 2, on a un 3e, et puis on y va pas à pas, comme ça. Mais voilà, c'est mon positionnement. On revient au fait ça dépend de la catégorie, départementale ou région. Quand on a des régions, on peut se permettre de faire des choses là. Département, c'est plus compliqué. Non, c'est pas la catégorie. La catégorie a rien à voir. Tu peux avoir peut-être toi du niveau région dans ton secteur, je crois que c'est Côte d'Azur, mais ton niveau région de Côte d'Azur va peut-être correspondre à un niveau département dans le Lyonnais ou un niveau département en région parisienne. Donc le niveau, il a rien à voir. C'est la capacité de tes joueurs à pouvoir répondre aux problématiques qui leur sont proposées. C'est pas parce que tu joues en région que tu as acquis certaines compétences, et c'est pas parce que tu joues en départ que tu les as pas acquises non plus. Donc le niveau de compétition, c'est simplement un support d'expression qui sera peut-être plus ou moins élevé si tu es en département ou en région. Mais il faut pas classifier. Moi, je suis pas d'accord, et puis ça me paraît pas cohérent
de positionner les joueurs en leur mettant un statut, tu es joueur région, tu es joueur départ. Comme nous dit Thomas par commentaire, et je suis plutôt d'accord avec lui, il nous sort une phrase d'Ettore Messina, la tactique pour un jour, la technique pour toujours. Donc tu es d'accord avec Messina. On en revient en fait à ce qu'on... Exactement, je suis d'accord avec lui. Donc voilà un petit peu tout ça. C'est qui Messina? Je sais pas, à toi de nous dire. Il y en a une question également je sais plus qui. Il y en a un qui nous a posé une question encore. C'est Arnaud. Arnaud qui nous dit merci encore de la réponse. Je parlais d'utilisation du 3 contre 3 FIBA à l'entraînement. Après, je sais que dans les catégories supérieures, mes filles qui évoluent en championnat 3-3 FIBA ont passé un cap dans le championnat classique. Oui, je pense que c'est complémentaire. C'est ce qu'on disait. C'est vraiment complémentaire à mon avis. Ah oui, c'est même très, très complémentaire, oui. Sans conteste, oui. Avançons dans le débat qu'on s'est fixé. Donc pour rebondir sur tout ce qu'on dit est hyper intéressant et suscite beaucoup d'intérêt, donc c'est génial, et de curiosité. Quelles sont les libertés que vous offrez à vos joueurs actuellement? Pour ceux qui ont entraîné les U13 ou non, est-ce que vous leur donnez carte blanche ou est-ce que vous mettez le frein à main? Moi, je leur donne totale liberté dans la mesure où ils respectent les règles qui leur sont données. Exactement voilà. Pareil. Donc à moi de définir des règles qui leur soient adaptées, et puis après on y va. Mais quand on sort et quand on part dans n'importe quoi, c'est plus acceptable. Donc à un moment, il faut un cadre pour que les gens s'expriment. Il faut être aussi, nous, dans la tolérance de la difficulté, de l'échec et de l'erreur. Mais cette erreur et cette difficulté-là, elle doit être référente à une exigence de notre part et à une demande. Voilà, parce que les joueurs, à un moment, ils doivent être confrontés aussi à une exigence, à une réflexion. Le basket est un jeu de lecture et de compréhension. On parle de QI basket, ça veut dire qu'à un moment, on doit avoir une analyse et une compréhension des actions. Si on n'est pas, nous, dans le contrôle et dans le cadrage de ces choses-là, nos joueurs, ils vont pas avancer. Après, le terme liberté, il est très large. Il est très très large, le terme de liberté. Tu peux lui donner la liberté d'aller boire quand il veut et tu peux lui donner la liberté de créer autour du jeu. C'est-à-dire que si on prend ce fameux débat qui peut exister depuis longtemps sur la passe dans le dos, là, les entraîneurs qui pouvaient empêcher ou les joueurs de travailler, de faire une passe dans le dos parce qu'à l'époque c'était du let's-proof. Moi, je pense que c'est une réponse technique. Et toute situation, en fait, est une réponse technique. Aujourd'hui, il faut pas brider les joueurs. C'est-à-dire que n'importe quel dribble est une situation qui peut permettre de créer un avantage. Et à partir de ce moment-là, je pense que... Alors, si on prend un exemple tout bête, le flotteur, c'est quelque chose qui n'existait pas avant Tony Parker. Et à partir du moment où on l'a vu faire, tout le monde est rentré et c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Mais avant ça, c'était quelque chose de compliqué. Et combien d'entraîneurs qui auraient été en capacité de dire « je ne veux pas te voir faire ce mouvement ». On ne tire pas de cette façon. Moi, j'ai encore rencontré des entraîneurs il y a 2-3 ans, en Ligue 2 féminine, qui me disaient le tir à 45 degrés, c'est la planche ou rien. Mais sauf qu'à un moment donné, je pense que le joueur doit être capable de s'approprier son style de jeu, sa façon de jouer. Parce que chacun réfléchit et réagit différemment. On a tous des spécificités qui vont être est-ce que je vois mieux de l'œil droit, est-ce que je vois mieux de l'œil gauche, est-ce que j'ai une vision périphérique plus forte à droite, plus forte à gauche, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y en a tous une chaîne motrice qui est vraiment très différente. Et je pense que les habiletés et les capacités de chacun vont varier. Donc je pense que la liberté doit être, comme le disait Didier, totale, mais avec la reconnaissance de la situation, par contre, d'erreur. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'une liberté, ça peut être de prendre 15 dribbles pour essayer de passer son vis-à-vis. Ça, c'est une liberté qui est inutile. Par contre, être capable de crosser son adversaire sur 1 ou 2 dribbles pour aller fixer derrière, passer, c'est une liberté qui est importante. Voilà. Et cette liberté, elle doit exister. Qui existe moins en pro, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont dans des registres. Toi, tu vas jouer au post-up, toi, tu vas plutôt dans le tir, toi, tu vas plutôt sur le pick and roll, que tu vas normalement ne pas avoir en jeune. Parce que tu ne dois pas brider, parce que l'évolution va être importante dans le temps. Je suis totalement d'accord avec toi et on en revient à nouveau sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qui est hyper important, c'est d'être capable de faire travailler la lecture de jeu et le QI basket à l'entraînement et d'offrir ces situations-là à nos joueurs et à nos joueuses. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Cette année, on était encore sur le championnat U13 et il est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'entraîneurs qui forcent en fait leurs joueurs et leurs joueuses à jouer des 1 contre 1, peu importe la situation. C'est-à-dire que même si la fille est ouverte, rien à faire, il faut jouer le 1 contre 1 et aller jouer proche du cercle. Et il est vrai que même encore aujourd'hui,
on a encore des coachs et des jeunes coachs, des anciens coachs, tout le monde qui vraiment est basé sur l'attaque dans le 1 contre 1, proche du cercle en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire changer cette approche-là parce que nos joueuses, elles sont pas forcément aujourd'hui assez expérimentées pour pouvoir prendre des tirs de loin et elles vont se retrouver dans l'échec et automatiquement elles vont rentrer dans des choses qu'elles vont savoir faire. Donc il est vrai que moi je suis plutôt aussi du côté de Didier et le tien, Steph, sur la liberté totale aux joueurs, mais toujours en gardant un cadre. Après, moi, pour du coup m'exprimer sur là-dessus, je vous rejoins aussi totalement. Et puis, tu vois, par rapport à l'anecdote que tu as, Flo, sur, être en échec si je tire à longue distance, par exemple. Enfin, on en a un petit peu parlé au début, mais moi, au début, je parle pas forcément dans la formation de réussite avec réussite de tir. Si, pour moi, la lecture était juste et le meilleur choix a été fait, que ce soit avec un panier réussi ou un panier raté, si l'intention a été bonne, si c'est ce que je recherche, pour moi, je le valorise parce que c'est quelque chose que je veux. Et par exemple, enfin voilà, moi, je me sers de ça et par rapport à la liberté totale, pour vous dire un petit peu plus ce que je fais sur les catégories un peu plus vieilles, puisque j'ai aussi des U17 et des U20 à part les U13. Par exemple, le jeu en surnombre leur appartient. J'ai pas de système sur la transition. Par contre, ils savent qu'on n'a pas le droit de faire 2 drives de suite et on est continuellement en recherche de l'extra passe pour un tir, par exemple. Après, le tir est raté, il est raté, mais si c'était le meilleur choix, ma foi, c'est plus comme ça. Du coup, voilà, je suis très en faveur de la prise d'initiative, en fait, par rapport à ça. Et je pense que je pense que du moment où l'intention était la bonne et où le choix était le meilleur, la valorisation, elle passe par là. Bien sûr. Si tu dis ça, en plus, je rebondis sur ce que tu dis. En plus de donner à l'enfant la conscience justement de c'est pas grave, c'est pas important parce que du coup tu as pris la bonne décision. À l'enfant, ça va le valoriser, il va se développer, il va devenir, il va se développer comme ça et c'est super après. Parce qu'après tout le monde est dans le bon sens et on sait qu'on peut, même si on n'y arrive pas, on peut le faire, et on peut y arriver. Ouais, après, je pense aussi il faut communiquer avec eux et être à l'écoute, tout simplement aussi, quoi. Peut-être qu'on va avoir des joueurs qui ont besoin de s'exprimer sur telle ou telle chose et qu'on va devoir guider. Et je trouve que maintenant, on est beaucoup sur des choses qui sont, j'ai pas confiance en moi pour faire ça ou ça. Et du moment où tu es valorisé, même si tu réussis pas le tir ou la bonne passe, par exemple, mais que tu avais l'intention de le faire, la confiance est augmentée. Et donc, du coup, après, tu oses faire d'autres choses. Exact. Tu provoques peut-être l'erreur, comme on disait tout à l'heure, mais l'erreur fait avancer sur d'autres choses, etc. Enfin, voilà. Je vois ça comme ça. Exactement. Nous avons une remarque de Julien qui nous dit trop cadré, c'est brider la créativité des joueurs. Donc oui, mais pas trop cadré. Pas trop structuré, c'est bien, mais le problème, c'est qu'ils vont être trop dans le contrôle et peu dans l'intensité et la vitesse. Non, il faut pas faire l'amalgame entre les choses. L'idée, c'est pas de développer un jeu structuré, c'est de déterminer des cadres et des limites dans lesquels le joueur va pouvoir évoluer. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire. Après, la problématique, c'est de savoir comment il va le faire, c'est de lui dire ça, tu peux le faire, ça, tu peux pas le faire. Voilà, lui déterminer ses possibilités. C'est pas le guider, c'est lui donner des possibilités, voilà, qu'il y en ait au moins 2, voire 3. Mais voilà, c'est pas lui imposer et puis lui dire voilà, tu peux faire que ça. Totalement. Par la suite, donc une question qui est plutôt sur le joueur potentiel. Comment faites-vous pour détecter un joueur potentiel par rapport à un joueur qui actuellement est un joueur lambda, on va dire ça comme ça? Bon, comme Stéphane notamment l'a dit, de toute façon, je pense que très jeune, on voit très vite les gamins qui sont très habiles avec la balle. Ça se voit assez facilement. Et après, il y a aussi le potentiel physique, athlétique. Je pense que ça se voit c'est assez, comment dire, clair, je pense. Après, quand on évolue un peu, excuse-moi. Après, quand on évolue un peu, je pense que comment dire, par rapport à ta philosophie et ce que t'aimes, tu es en recherche de certains profils par rapport à d'autres, quoi. Tu vois, moi, je me dis ça. Alors, je sais que Kevin a une méthode. Oui, mais bien sûr, j'ai une méthode, en fait.
Puis d'abord, avant tout, en première chose, le joueur, on le voit arriver. On le voit arriver et on sait qu'il est là et on se dit peut-être que celui-là, il a quelque chose. Alors je vais mettre une épreuve. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends un ballon, je le pose à un endroit, je mets un parcours à un endroit, puis je laisse faire les choses. Et puis si je vois qu'il s'approche un peu du ballon et qu'il commence à prendre le parcours en main, ça veut dire qu'il a déjà envie. Ça veut dire qu'il a déjà envie de faire quelque chose. Parce que généralement, s'il prend le ballon et qu'il va juste faire des tirs, c'est pas un mec qui veut s'entraîner. C'est plutôt un mec qui veut juste jouer. Alors qu'un mec qui veut juste s'entraîner, il va prendre le ballon, faire le parcours, essayer de parcours, faire des choses. Et là, déjà, mentalement, on peut voir s'il a la possibilité d'évoluer mentalement. Et ensuite, physiquement, physiquement, en U13, on ne peut pas encore juger parce qu'ils n'ont pas encore le physique. Donc, c'est à nous, après, d'ensuite, dans l'entraînement, d'enchaîner sur l'entraînement, de voir où c'est qu'il en est au niveau cardio, au niveau tout ça. Et ensuite, gérer et voir le potentiel qu'il a et ça se détecte tout seul. Voilà. Tu vas croire que je t'en veux, hein, Kevin, mais je suis moyennement d'accord avec ton principe. Je pourrais t'en vouloir aussi, mais je pense qu'on va avoir les mêmes arguments. Vas-y, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. C'est que aujourd'hui, tu donnes un ballon à quelqu'un, la seule chose qui l'intéresse, c'est le panier. Hein. Bah oui, moi, tu me donnes un ballon. C'est ce que je viens de dire. Non, mais c'est tiré, c'est-à-dire que je pense que le parcours, tu peux mettre un parcours à 90% des personnes. Je pense qu'ils le feront pas. Mais même des joueurs de très haut niveau, ils vont tirer, ils vont aller s'essayer à 3 points, ils vont dribbler sur place, ils vont. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas la mentalité pour moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas la mentalité pour moi. Moi, je sais très bien que un joueur qui a envie de jouer au basket, c'est pas forcément un joueur qui va toujours tirer au panier. Pour moi, le joueur qui a envie de jouer au basket, c'est le joueur qui va s'intéresser à ce que fait le coach auquel il va avoir affaire. Et c'est pas parce que ton joueur va tirer de loin avant que l'entraînement soit lancé, qu'il sera pas concentré, appliqué sur ce que tu auras envie de faire pendant ta séance. Moi, je pensais que tu allais t'arrêter à si le joueur va prendre un ballon, déjà, c'est qu'il est intéressé. Et là, moi, je me serais arrêté là, en fait. Parce que tu as beaucoup de joueurs, alors chez les filles, c'est beaucoup comme ça, déjà. Tu as beaucoup de filles, quand elles arrivent à la salle, elles papotent. Et tu n'en as pas beaucoup qui prennent le ballon simplement pour les tirer. Tu peux mettre le circuit que tu veux. Celle qui est encore plus déterminée, c'est celle qui va réitérer ce que tu as fait à l'entraînement la fois d'avant. Donc, tous les mouvements d'handling, prendre un ballon, 2 ballons. Mais attention, il faut aussi faire un point aussi très important, c'est que la plupart du temps, en U13, on ne sait pas. C'est ça. Il y a aussi quelque chose d'important. En U13, on ne sait pas, on n'a pas les habitudes d'entraînement. C'est plutôt la mentalité. Mais c'est pas une question de mentalité. C'est une question de savoir s'entraîner ou pas. Et ça, c'est une question d'éducation. C'est tout. C'est qu'une question d'éducation. Donc finalement, si la joueuse ne fait pas le travail de dexté que tu as fait la fois d'avant, c'est soit qu'elle l'a pas compris, soit qu'elle n'a pas envie, soit qu'elle n'est pas dans cette dynamique-là et qu'elle estime que son travail à faire est ailleurs. Voilà. Maintenant, pour revenir Vas-y. Vas-y, pardon. Alors Kevin, par rapport à ça, Julien a dit que l'envie n'a rien à voir avec la potentialité. Donc voilà. Je vais rebondir aussi un peu. Après, on l'a tous vécu à voir sur nos catégories U13 des joueurs qui vont être dominants. Le talent, on va le voir. Enfin, moi, je vois les joueurs de talent, je les vois en Euroleague, je les vois en NBA, ou je les vois en Pro ou en Ligue. Parce que le talent, il va s'exprimer après contre des joueurs qui seront de fort niveau. Mais sur nos catégories, il faut être méfiant. On a des joueurs qui ont sans doute un potentiel, mais les points qui peuvent fausser, c'est que certains joueurs qui ont déjà une maturité athlétique hors norme. Et ça leur donne une facilité. C'est pas pour autant qu'ils ont du talent. Après, il y a des joueurs qui ont une maturité technique parce qu'ils sont un petit peu nés avec le ballon et qui ont un temps d'avance sur les autres joueurs. Mais c'est pas parce qu'un débutant qui va arriver sur la catégorie 13, ce joueur-là, ce sera pas peut-être le joueur de l'équipe de France de demain. Voilà, nous, ce qu'on doit simplement savoir, c'est que pour pouvoir faire un joueur de talent, c'est plein de paramètres. L'aspect physique, lié à l'endurance, la vitesse et la puissance. L'aspect technique, lié à la connaissance et la maîtrise des fondamentaux. L'aspect tactique avec le QI basket et puis la gestion, puis l'aspect mental. Donc c'est tous ces éléments-là qui, au fil du temps du parcours du joueur, vont l'amener à avoir du talent. Mais de là à dire qu'on a un joueur de talent sur ces catégories, moi sur les joueurs que j'ai eu côtoyés, qui ont fait un parcours, j'ai souvenir d'avoir eu même furtivement Antoine Dio sur le 42 30,
c'est des joueurs qui avaient un temps d'avance et qui avaient déjà une maturité. Mais de là à dire sur ces catégories, j'ai vu Eric Mikou aussi, qui avait une maturité athlétique. Eric Mikou, il se matchait, il était U13, il se matchait avec une balle de tennis. On peut pas dire que ce soit commun. Est-ce qu'on peut dire que ce garçon-là, il va parce qu'il est capable de faire ça et parce qu'il a cette avance, il va pour autant faire une carrière? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que après, il va y avoir justement toutes ces étapes d'enrichissement, de développement qui vont être liées. Et puis, le joueur, il va se bâtir en fonction de ce qu'on... Nous, on est simplement là pour lui apporter une information et puis l'accompagner dans son développement. Après, c'est lui qui va apprendre et qui aura peut-être des limites dans la connaissance, des limites dans la dimension athlétique, dans plein de choses qui vont faire un moment, ça passera pas. Pour avoir aussi été assez proche de Villeurbanne sur des observations pendant quasi 8 saisons, je pense qu'un joueur de haut niveau, de toute façon, ce qui va faire sa différence, c'est quoi? C'est sa capacité à voir, à comprendre et à gérer la situation. Voilà. La première qualité d'un joueur, c'est ça et ça. Et puis après, bien sûr, on va lui rajouter peut-être la dimension athlétique, mais c'est peut-être pas forcément la priorité. C'est ce que Cédric nous dit là, c'est pour lui la mode est quand même de rechercher des potentiels physiques et il parle pas de taille. Oui, mais il faut faire très attention, je pense. J'aimerais juste revenir sur la notion on disait sur le fait de prendre un ballon, faire attention. Hein. L'envie, c'est simplement la première chose pour entraîner quelqu'un. C'est la marque simplement de l'entraînabilité, le fait de prendre un ballon. C'est juste ça, juste par rapport à ça. La deuxième chose, je pense qu'il faut aussi, on parlait sur l'aspect essai-erreur. Les joueurs, ils font ces erreurs. Et quand on voit l'INSEP, que l'INSEP se sépare régulièrement de joueuses, ou les centres de formation, et donc on est sur ce profil-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut pas prendre un jeune et se dire que c'est quelqu'un qui va aller vers le haut niveau. Il arrive très fréquemment d'avoir des joueurs qu'on n'avait pas amenés vers le haut niveau et qui finalement vont aller aussi vers le haut niveau. Ça, c'est quelque chose qui est complètement possible. Je pense qu'il faut faire très attention à deux choses qui sont très importantes. On a le potentiel qui est prêt et on a le potentiel à développer. Et aujourd'hui, Rudy Gobert, à l'époque, il jouait pas intérieur, il faisait pas cette taille-là, il a grandi d'un coup. Et en fait, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de faire attention c'est très fréquent de trouver en U13 des garçons qui sont déjà formés ou des filles qui sont déjà formées et qui vont dominer un championnat parce que sur cette catégorie, ils sont hors normes physiquement. Ou même s'ils ont des habiletés un peu supérieures. Exactement. Celui qui va nous intéresser, c'est celui qui va réussir, déjà qui va continuer à grandir, à évoluer, et c'est celui qui va aussi avoir ces habiletés-là. Et ça, c'est quelque chose d'important. Rudy Gobert, il disait qu'il jouait meneur avant. Donc, il a gardé ses habiletés sur ce secteur intérieur qui font que, pour un grand de cette taille, il reste très mobile, il reste très habile, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un joueur hors norme. Maintenant, je pense qu'il faut faire très attention entre le potentiel prêt au moment présent. Il en faut dans une équipe de jeunes, par exemple, ça peut être intéressant. Je pense sur une sélection équipe de France, ils prennent toujours quelques potentiels prêts. Ce sont les gens qui vont, sur le moment, réussir à dominer, et le potentiel à développer, qui sont des gens qu'il va falloir réussir à intégrer petit à petit pour un projet sur du long terme. Et du coup, les potentiels prêts, bien souvent, ce sont des gens qui permettent de passer ce temps et de passer les caps à ces joueurs potentiels à venir. Steph, Cédric est totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup. Voilà. Donc passons sur la dernière question qu'on voulait aborder sur la catégorie et qui est quand même une question qui est vachement ouverte mais vachement ciblée. Comment on fait et comment vous faites pour gérer la rotation dans vos équipes U13? Peu importe le niveau auquel on évolue, comment on fait pour gérer nos rotations? En sachant que moi je pars du principe que pour pouvoir évoluer, un joueur a besoin de jouer. Voilà. Exactement. Vous, quel est votre vie vis-à-vis de ça? Écoute, t'as fait une connerie, non, tu sors. Non, je rigole, c'est difficile de citer. C'est de toute façon notre notion de choix et de coaching, elle est en lien avec notre projet sportif. Et il faut que les choses soient annoncées avant. Bon, déjà, on a un lien avec le règlement qui maintenant, au moins sur la catégorie URA, impose des 5 qui sont fixés sur un carton. Bon, après, il faut simplement savoir... C'est plus valide, ça. Du coup, ils ont changé cette idée-là. Mais c'est vrai que
envie Après, de... ce qu'il faut surtout savoir, c'est si on est plutôt sur une orientation basket loisir animation, ou alors si on est sur une orientation compétition. À partir du moment où la difficulté, c'est quoi? C'est d'annoncer et d'avoir des gens qui savent dans quel cadre ils sont. On a aussi parlé de cadre de jeu tout à l'heure, mais on doit être aussi dans un cadre structurel et les gens doivent s'y retrouver. La difficulté, c'est quoi? C'est de faire du basket de compétition à des gens qui sont pas prêts ou qui n'ont pas envie de le faire et qui sont pas capables d'en faire. À partir du moment où on a accepté que ces choses-là ont été annoncées, on peut rentrer dans un coaching beaucoup plus directif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus contrôlé, parce que de toute façon, c'est ce qui va se passer après. Après, la difficulté, c'est la frustration des gens autour de tout ça. C'est sûr que 10 joueurs qui ont envie d'être sur le terrain un maximum de temps, donc après, il faut être capable de le gérer. Après, si on a des configurations d'équipe, par exemple, quand on est peut-être en fin d'année de catégorie, on aura peut-être un niveau et un coaching qui sera différent. J'ai une première année, une équipe avec une majeure partie de première année, mon coaching il sera peut-être plus ouvert. Bon, après, tout dépend de ce que je me fixe comme objectif. Est-ce que je vais chercher une performance d'équipe? Est-ce que c'est obsessionnel? Est-ce que c'est un support? Est-ce que j'en reste là-dessus? Après, il faut trouver le bon équilibre aussi à se dire, oui, la performance d'équipe, c'est une chose, mais il faut pas que je m'éloigne. Mon objectif, c'est quoi? C'est de développer, de former des gamins. Et c'est ça la problématique, c'est que malheureusement, on est souvent jugé sur quoi? Sur des performances collectives. Et les coachs, on rentre aussi dans le jeu parce que ça fait du bien et puis on s'est moussé à se dire, j'ai été champion de ci, champion de ça. Mais est-ce que notre objectif, il est là? Malheureusement, c'est ce qui nous permet, nous, d'avoir un jugement et puis peut-être de gagner notre route parce qu'on a fait des bonnes performances, on va peut-être trouver un engagement dans un club différent, un contrat peut-être plus important. Mais il ne faut pas s'éloigner de la priorité de ce qui est notre mission, c'est de développer individuellement le joueur à travers notre structure de formation. Et c'est malheureusement le paradoxe de cette notion de compétition et de développement de joueurs parce qu'on est un petit peu aux antipodes des deux orientations qui peuvent être bien opposées. Oui, ouais. Après, moi personnellement, sur les U13, je sais, enfin même de manière globale, j'essaie un petit peu de faire aussi au mérite par rapport à l'entraînabilité, la manière de s'entraîner, enfin tu vois, j'en tiens compte. Il y a aussi le fait que j'ai pas la même exigence et donc la même tolérance envers tous. J'essaie de m'adapter en fonction de quel joueur. Par exemple, là en U13, j'ai 2 joueurs qui sont très 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 à l'aise par rapport aux autres. Donc avec eux, je vais monter le niveau d'exigence et s'ils sont pas dans le rôle que je leur ai fixé sur telle exigence, ils vont être soit sanctionnés, soit valorisés si c'est bien. Et par contre, un enfant qui est entre guillemets un petit peu plus en difficulté, je vais lui dire tes qualités par exemple sont défensives, tu arrives très bien à tenir un duel ou à jouer un rebond, je vais lui dire toi il faut que tu te concentres là-dessus et le reste c'est du bonus. Voilà, j'essaie un petit peu de m'adapter à chaque joueur et de leur donner un rôle. Et par rapport au rôle qu'il leur est donné, de gérer par rapport à ça, quoi. Ok. Moi, sur les rotations, je suis pas expert là-dessus. Ça fait très très longtemps que j'ai pas coaché des U13. J'ai juste deux trois points. Je pense que chaque enfant a des attentes et des recherches différentes. Et il faut être capable d'y répondre aussi un petit peu. Il y en a, ils veulent s'amuser. Il y en a, ils veulent passer du temps avec les personnes les coéquipiers et donc jouer les intéresse un peu moins. Après, je pense que ça dépend aussi de la structure dans laquelle on évolue. Il y a des structures qui se veulent plus à dominante compétition, qui vont amener les joueurs à jouer sur l'Union Championnat de France à peu près un peu plus tard. Et puis, tu as des structures qui sont plus sur le plaisir. Et quand on veut se faire plaisir, il faut équilibrer les temps de jeu. Juste sur un petit truc que Didier disait, je pense que 10 joueurs dans ces catégories pour jouer un match, c'est beaucoup trop. Il faut limiter à 7 ou 8 par équipe, parce que on disait l'objectif c'est de faire jouer au maximum. Et en fait, même si on veut faire jouer tout le monde au maximum à 10, ça équivaut qu'à 20 minutes. En France, on ne joue pas beaucoup. Aux États-Unis, en U13, ils sont déjà à 2 à 3 matchs par semaine. Donc, il faut absolument réduire le nombre de personnes. Alors, c'est vrai que parfois, dans les clubs, on hésite à créer 3 équipes en se disant, ouais, mais s'il est pas là, c'est pas grave. Même s'ils se déplaçaient à 5 en U13, pour moi, c'est pas un souci. Ils seront fatigués. Oui, c'est normal. Et c'est pas grave, mais au moins, ils auront joué. Ça, c'est sûr. À mon avis. Je suis d'accord avec tout à fait d'accord aussi. Tout à fait d'accord avec ça. Il faut être beaucoup moins que 10 dans un match parce que déjà ils ont 8 minutes de jeu.
Ça fait à peu près 3 minutes de jeu par joueur si on fait tourner. C'est pas assez. Totalement, totalement. Il faut être capable de faire jouer nos joueurs. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec ça. Une question de Julien. Comment favoriser la communication des joueurs dès cet âge à l'entraînement, car c'est une manière de ne pas être trop directif dans nos coachings et de développer des leaders. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que c'est le modèle de management, parce qu'on peut parler déjà de management en U13. C'est sur plutôt que de répondre à un questionnement, c'est les amener à se questionner. C'est-à-dire sur telle situation, qu'est-ce que toi tu aurais pu faire ? Ça, c'est le premier des points. La deuxième chose, je pense que c'est de responsabiliser un groupe, un cadre. Tout à l'heure, Didier parlait d'un cadre par rapport aux libertés. Je pense que dès la U13, on est capable déjà de connaître un petit peu nos points forts, les points à développer aussi, faire très attention mais aussi quelles sont les attentes du groupe. Parce que quand on parlait tout à l'heure de est-ce que je veux plutôt m'amuser, est-ce que je veux plutôt me développer, il faut aussi le groupe en U13, les enfants sont capables de dire ce qu'ils attendent. Attention, hein, bien souvent, alors la problématique, ça peut être qu'ils peuvent se rallier à la cause de l'autre, mais je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes. Et à partir de ce moment-là, je pense que le groupe est en capacité de défendre ses objectifs. L'autre point qui est important, c'est, à mon sens, c'est se servir des pauses boissons, non pas comme des pauses, mais comme des rassemblements d'équipes sur là, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on doit faire mieux. Et je pense que ces temps-là sont importants, c'est-à-dire que nous, Wani Mugangouzi sur le centre de formation, mais quelque chose de très bien, les pauses boissons, c'est un temps de débrief entre les joueuses, elles boivent, elles débriefent, il y a 2-3 joueuses qui ont un temps de parole, et puis derrière, elles crient et elles retournent à l'entraînement. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui responsabilise fortement les joueuses. Et partir du principe que quand quelqu'un décide de ce qu'il a envie de faire, bien souvent, il met tout en œuvre pour le réaliser. Alors quand c'est quelqu'un qui impose, c'est plus compliqué. Et surtout sur un âge où ils vont devenir un peu plus rebelles aussi. Alors, question. Ce qu'il ne faut pas dissocier de la chose, c'est que là, on est dans le développement du joueur, mais notre joueur, c'est un humain qui vit avec d'autres. Sur la catégorie d'âge, au-delà du projet basket, il y a quand même le projet éducatif qui est à ne pas négliger. On a parlé de règles de jeu tout à l'heure, mais je pense qu'il est aussi important de donner aux enfants des règles de vie. Ces règles de vie, justement, vont leur apprendre quoi ? La vie en communauté, parce qu'on est en équipe. Et en équipe, on a besoin d'avoir des valeurs de partage, de respect. Et que si on n'arrive pas à acquérir, alors c'est pareil, hein, il y a façon de les inculquer, de les contrôler et de les amener. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi avoir pour notre équipe une équipe qui gagne, c'est une équipe qui vit bien, avec des individus qui vivent bien et des individus qui s'entendent et qui collaborent. Ça, c'est des choses qui sont pas forcément innées, d'autant plus que notre société évolue quand même particulièrement vers un monde d'ego et que maintenant les collaborations sont relativement difficiles à obtenir. Donc ça, c'est aussi à l'entraîneur d'être dans cette maîtrise-là et de ne pas négliger cette notion de vie de groupe et de vie en collectivité, parce que c'est au-delà de l'aspect basket, c'est aussi un projet de vie quotidienne et de collaboration qui seront vrais, certes, dans le domaine du basket, mais dans le domaine scolaire et dans le domaine professionnel et dans le domaine familial après. Donc je pense que c'est important d'aussi d'avoir cette notion, y compris sur cette catégorie d'âge-là. Après, on ne peut pas se substituer aux parents sur l'aspect éducatif, ils ont leur part à faire, mais quand on a les enfants, nous, dans notre cadre sportif, il faut qu'ils soient capables aussi de respecter certaines règles de vie. Ouais, je pense, je suis totalement d'accord. Question Je suis totalement d'accord aussi. Et puis, je pense que maintenant, pour faire un collectif, tu vois, il faut tout, il faut des valeurs humaines. Enfin, pour moi, c'est hyper important, en fait, de prendre en compte chaque individu. Tout à l'heure, Stéphane il disait mettre les individualités au service du collectif, mais c'est vrai dans l'aspect technico-tactique, mais aussi dans l'aspect humain. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que quand le groupe vit bien, tout le reste suit en général et les conditions de travail sont bien plus optimales. Alors une question de Victor et une remarque de Cédric. La question. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. La question de Victor, c'est pour pouvoir donner suffisamment de temps de jeu dans un match U13 assez court, donc 32 minutes, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, seriez-vous partisan d'un groupe réduit à 8 ou à 9 joueurs pour offrir un temps de jeu correct à chacun? Donc je pense qu'on a répondu, mais on va donner une deuxième réponse. Cédric qui nous dit, pour progresser, il faut jouer, mais tout le monde n'a pas besoin du même temps de jeu pour progresser.
Et il faut trouver un équilibre, et effectivement, 8, ça suffit. Et une question de Julien ou une remarque. On pense souvent en tant que coach et adulte à leur place, mais ils ont une capacité de réflexion. On a besoin de les impliquer. Merci pour le projet éducatif, Didier. Oui, avec plaisir. Je pense que de toute façon, on est d'abord, avant d'être entraîneur, on est éducateur. On a des enfants à prendre en charge. On avait dans la discussion avant la notion de, c'était Kevin qui trouvait qu'il était trop ami avec ses copains. Ben oui, je suis pas ami avec vous, je suis pas votre pote, je suis votre coach. Je peux être coach et dans la proximité, dans l'écoute, mais aussi avec mon niveau d'exigence. Voilà, pour répondre, ben oui, le nombre de 8 est le chiffre idéal sur cette catégorie-là. C'est vrai qu'après, à 10, c'est compliqué. Surtout que les enfants à cet âge-là peuvent pas faire 2 matchs dans le week-end. Donc on ne peut pas dire on t'emmène et puis tu joueras. Si tu joues pas, tu joueras le lendemain en équipe 2. Non, c'est pas possible. Donc oui, cette notion de quantité d'effectifs, ouais, c'est bien quand on a un effectif de 7-8 joueurs et ça leur permet de s'exprimer. Après, je crois qu'on entendait on progresse sur le match. Moi, je suis pas d'accord. On s'exprime sur le match. On progresse d'abord à l'entraînement et puis après on va s'exprimer. Alors on va s'exprimer peut-être pas bien. Et puis au fur et à mesure, ben, si on s'exprime bien à l'entraînement, on va s'exprimer mieux sur le match. Voilà, c'est retrouvé. Alors après, c'est jouer peut-être sur les mots, mais voilà, le temps de match, c'est un temps un petit peu différent où on va relâcher les choses et puis on va voir un petit peu ce qu'on a dans le ventre, et puis justement les progrès qu'on a fait. Pour conclure, on va conclure ce live. On a beaucoup parlé de choses essentielles à mon sens pour tout le monde. Si on devait retenir 3 choses essentielles pour cette catégorie, quelles seraient-elles pour toi, Stéphane? Développer les individus avec et sans ballon, parce que les habiletés motrices sont importantes, mais avec ballon c'est assez intéressant. Traverser le terrain et je reprendrai un petit peu l'idée de Didier en disant qu'il faut apprendre aux êtres humains à penser par eux-mêmes. Didier, qu'est-ce que tu dirais, toi, les 3 choses que tu retiendrais? Toi qui as beaucoup... Non, c'est peut-être pas suffisant, mais globalement, je pense que moi, sur mes lignes directrices, c'était plutôt motricité, dextérité, et puis j'ai mangé le 3e. Motricité, dextérité, et puis je sais plus. Mais bon, ça va revenir. Donc je vais retrouver, et puis s'il y en a un qui veut reprendre. Voilà, sur les axes de travail, mais bon, il y en a tellement. Kevin, toi, tes 3 choses? Moi, c'est comme Stéphane, la même chose, hein, exactement la même chose. Voilà, donc je vais pas rebondir dessus, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc c'est exactement pile ce que je voulais dire. C'est vraiment presque même la même phrase. Donc donc c'est de la symbiose. Ouais, carrément. Et toi, Laura? C'est bon, on y arrive. Et toi, Laura? Bah écoute, oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'on est tous un petit peu complémentaires sur nos idées. Après, moi, j'avais donné mes 3 idées de base qui étaient plutôt terrain, mais après, effectivement, je suis aussi d'accord sur l'aspect humain et que chaque joueur doit apprendre à se responsabiliser et développer effectivement l'aspect sans ballon, motricité, coordination. Voilà, je pense qu'on peut faire 3-4 points globaux de nos idées à tous les 5, quoi, qui se rassemblent. Ouais, exactement. Moi, je mets vraiment un accent sur la lecture de jeu, vraiment qui est essentielle à mon sens. Le développement visuel, comme vous avez dit exactement, et également valoriser les prises d'initiative, parce que c'est vraiment à cet âge-là où on va pouvoir les laisser recours. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt tous dans la même optique. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre intervention et de vos temps que vous passez avec nous. Et puis à très bientôt pour le prochain live. Pour tout le monde, demain, il y en a un second à 17h également. Cette fois-ci avec Coach Coudray, Coach Jean-Claude Coste, Coach Pascal Acoa, Kevin également et moi-même. Mais je pense que Didier, Laura et Stéphane, vous les reverrez très bientôt. Voilà, donc je vous remercie et puis à demain. Merci à tous. Avec plaisir. Tu penses qu'on
plaisir. Le plaisir que le basket doit nous procurer. Voilà. Oui, alors après, moi, toi, c'est une notion, moi, c'est une notion que j'ai abordée. Sauf qu'on dit à un joueur, fais-toi plaisir sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire se faire plaisir sur le terrain? Et là, il n'y en a pas un qui va répondre la même chose. Essayez de poser la question à vos joueurs, de dire qu'est-ce que c'est pour toi te faire plaisir sur le terrain? Oui, Enfin, pour moi, ça va être de transpirer, ça va être de descendre dur, ça va être de marquer des paniers. Moi, j'ai commencé ma saison. Voilà, cette notion de plaisir, elle est subjective. Est-ce que cette notion de plaisir, est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est d'être allé au taquet de cette minable, voilà, on s'est ratatiné, mais est-ce que je me suis fait plaisir? J'ai peut-être le plaisir, j'ai fait le même match, je l'ai gagné, est-ce que je vais l'aborder? Je vais dire, ouais, je me suis fait plaisir parce que j'ai gagné, j'ai perdu d'un point. Est-ce que je me suis pas fait plaisir? Est-ce que cette notion de victoire, bon, c'est très très subjectif, je suis d'accord, cette notion de plaisir, mais c'est pas simple à pouvoir quantifier, dosifier et puis interpréter parce que la notion de plaisir, on va pas l'avoir chacun de la même façon et avec les mêmes ingrédients. Moi, j'ai posé à peu près la même question à mes joueurs au début de la saison, quand ils ont fait leur premier match. Je leur ai demandé, est-ce que vous êtes fait plaisir? Ils m'ont répondu oui, parce qu'on a gagné. Et à l'avant-dernier match, je leur ai dit, et là, est-ce que vous vous êtes fait plaisir? Non. Pourquoi? Parce qu'on a perdu. Est-ce que c'est pas des raisons valables? Je leur ai expliqué. Et pourquoi? Parce qu'on a mal joué, et si on leur demande pourquoi à chaque fois, pourquoi, on va arriver à ces conclusions. Donc, est-ce que tu t'es fait plaisir? Oui. Mais pourquoi tu t'es fait plaisir? Parce que j'ai marqué. Mais pourquoi tu as marqué? Parce que l'équipe m'a permis de marquer mon panier grâce à une passe de un tel. Et pourquoi il t'a fait la passe? Voilà. Et voilà. Et donc on arrive à cette notion-là de plaisir collectif. Eh ben c'était une belle conclusion. Une belle conclusion. Donc voilà, on a essayé d'aborder un maximum de choses pendant ce temps de live. Évidemment, on pourrait en échanger encore et encore et encore des heures et des heures avec la qualité des intervenants. Mais voilà, on a essayé de se donner un petit temps quand même, histoire de pas trop ennuyer les gens par la suite. Et voilà, donc je vous remercie à tous. Et puis à très vite. À très Merci vite. à toi. Merci à vous. Je passe sur la transition de la vidéo, donc restez pour regarder la vidéo pour ceux qui l'ont pas vue. Et puis nous, on se reprend de suite.